Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence organisée par VK. Aujourd'hui, nous accueillons Annick Lacou, qui est consultante auprès des collectivités en soutenabilité, prévention et gestion des déchets et transition écologique pour traiter donc des politiques de traitement des déchets. Madame Lacou, bonjour. Avant de vous laisser la parole, quelques petites précisions pour nos éditeurs. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions dans l'interface GoToWebinar qui doit se situer à la droite de votre écran. Notre intervenante y répondra à la fin au cours d'une section de questions-réponses et éventuellement au fil de l'eau au cours de sa présentation. Restez donc bien connectés une fois la présentation terminée, sinon vous rateriez cette séance de questions-réponses. Si d'aventure vous aviez des questions qui vous venaient après la webconférence dans les jours à venir, vous pouvez les poser sur le forum de VK à l'adresse www.vk.fr/forum/. Sachez également que vous serez invité à participer au cours de cette webconférence puisqu'elle sera ponctuée par des petits sondages. Et enfin, sachez que cette webconférence est enregistrée et qu'on vous enverra le lien vers l'enregistrement vidéo de la webconférence dans les jours à venir. Voilà, j'en ai fini avec mes petites précisions techniques. Annick, c'est à vous, je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous et merci Bruno. Oui, donc je suis Annick Lacou, comme vous l'expliquait Bruno, je suis fondatrice d'un bureau d'études qui s'appelle AFL, comme Agir ensemble pour une faible empreinte écologique. Donc tout le programme du bureau d'études est dans son intitulé. Et nous travaillons donc essentiellement avec les collectivités sur les politiques de réduction des déchets. Effectivement, nous avons accompagné une douzaine de collectivités d'Île-de-France essentiellement dans ces démarches. Et avec mon associé Elodie Fradet, nous sommes aussi auteurs d'un ouvrage sur cette vaste question de l'envahissement des déchets qui s'appelle le grand débordement. Alors, qu'est-ce que nous allons aborder dans cette webconférence? Je vais vous présenter les dernières nouveautés en matière de politique déchets et voir comment ces nouvelles politiques peuvent donner des impulsions intéressantes pour les territoires. Vous donner quelques illustrations de territoires qui se sont engagés dans de telles démarches et puis conclure sur quels sont les facteurs de succès qui font que vous aussi, vous pouvez réussir à vous appuyer sur une politique déchets pour relancer votre territoire. Alors pour commencer, on va entamer avec un premier sondage, à savoir êtes-vous engagé déjà dans un programme local de prévention des déchets? Donc voilà, oui ou non. Je vous laisse quelques minutes pour voter, pour voir pour établir un peu le profil des participants à la webconférence. Alors, pendant que nos auditeurs votent, peut-être vous pouvez nous dire deux mots sur selon vos connaissances, la proportion de collectivités en France qui sont déjà engagées dans un programme de prévention des déchets. C'est quelque chose d'assez rare ou... Eh bien, l'objectif du plan de prévention précédent porté par l'ADEME était de couvrir 80% de la population par un programme de prévention. Les derniers résultats là, qui ont été remontés au mois de juin par l'ADEME montrent qu'on en est à 60%. Donc l'objectif n'est pas encore complètement atteint et on va voir que de ce fait, des nouveaux dispositifs vont être mis en place pour arriver à atteindre ces résultats. Ok. Si vous voulez ajouter, c'est tout. Ok. Donc sur le sondage, vous êtes 80% à avoir voté, donc je vais estimer que vous avez tous voté. Alors partagez les résultats. Donc comme vous pouvez le voir, 69% de nos participants sont déjà engagés dans un programme local de prévention des déchets et 31% ne le sont pas. Donc j'imagine pas de surprise finalement puisque vous disiez. Ben voilà, on est avec un échantillon représentatif de collectivités. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre votre présentation. Alors, donc le premier point, c'est de voir quelles sont ces nouvelles mesures qui permettent de relancer les politiques déchets. Alors, l'année 2014, c'est une année extrêmement riche puisque tout est tombé au cours de cette année. Et nous avons en fait plusieurs dispositifs qui vont s'articuler. En fait, la première chose qui est réellement sortie, c'est le programme national de prévention des déchets 2014-2020. Il a été présenté une première fois en juillet et officiellement au mois d'août. Donc on a
un nouveau cadre pour la réduction des déchets. Ce programme national de prévention a été articulé avec le plan déchets qui lui vient de sortir, il a été présenté le 7 novembre. Donc le plan déchets 2014-2020, lui, couvre l'ensemble des thématiques déchets, prévention mais aussi recyclage, tri. Et on va voir dans quelle mesure il présente des dispositifs réellement novateurs. Donc tout ça c'est bien encapsulé puisque le programme de prévention est repris tel quel dans le plan déchets au travers de son axe 1 qui est accentuer la prévention des déchets. Après, on a un autre programme particulièrement intéressant et particulièrement prometteur, qui est l'appel à projet Territoire zéro gaspillage, zéro déchet, qui a été lancé par Ségolène Royal en juillet 2014. On va aussi passer un petit peu de temps sur cet appel à projet. Et donc lui aussi a été intégré dans le plan déchets au travers de l'axe 8, qui est de mobiliser les territoires dans la recherche d'organisations vertueuses et on peut le dire innovantes. Enfin, en termes d'articulation, ce plan déchets s'appuie sur la loi sur la transition écologique qui comporte un volet économie circulaire. Donc ce volet économie circulaire, en fait, c'est effectivement l'ensemble des thématiques déchets nouvelles qui sont intégrées dans la loi sur la transition énergétique. Donc on va voir ça aussi en détail. Alors, donc la première chose, c'est le plan déchets qui encapsule tous les autres dispositifs. Donc le plan déchets s'appuie sur 4 objectifs qui sont destinés à progresser dans l'application de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. On rappelle que la directive européenne transposée en droit français place la prévention des déchets en priorité. Le deuxième facteur, c'est la réutilisation, ensuite le recyclage et seulement en 4e position, la valorisation des déchets avec valorisation énergétique. Et l'objectif est d'éliminer tout type de déchets ultimes. On peut peut-être juste revenir sur le bilan du plan déchets précédent qui a quand même produit des résultats intéressants. Sur la période 2007-2011, on a observé une réduction de 2,7%, de 7,5% de la production de déchets pour ce qui est des ordures ménagères. Donc en 4 ans, on a atteint l'objectif des moins 7%, on l'a même légèrement dépassé. Donc on est passé de 396 kg par habitant à 366 kg par habitant en moyenne en 2011. Alors, qu'est-ce que propose ce nouveau plan déchets? Déjà, ce qui est vraiment intéressant et marquant, c'est qu'on passe de la notion d'ordure ménagère à la notion de déchets ménagers et assimilés. Donc ça veut dire qu'on élargit l'assiette. On sort de ce qui est relativement maîtrisable, que sont les ordures ménagères, pour passer à la notion de déchets ménagers. Donc dans les déchets ménagers, on a aussi tout ce qui est collecté en porte-à-porte ou en apport volontaire, les encombrants, les déchets verts et les apports en déchetterie. Donc on est sur un périmètre là beaucoup plus large et on peut aussi y ajouter les déchets des collectivités, donc tout ce qui est voirie, balayage, voirie. Donc on est sur un objectif cette fois-ci, vous le voyez, de 10% et non plus de 7%. Donc un objectif plus ambitieux sur un périmètre plus large. Après on va dire que le temps est un peu plus long puisqu'on est sur un objectif à 2020 et qu'il nous reste 5 ans pour l'atteindre. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette fois-ci, on fixe des objectifs chiffrés sur la part des déchets d'activité économique. Jusqu'à présent, on était sur plutôt des intentions, stabiliser, réduire, mais on n'avait pas d'objectifs chiffrés. Donc là, dans le plan déchets, on a une baisse de 4% des déchets d'activité économique produits par unité de PIB. Après, on voit que la croissance aujourd'hui est plutôt proche de zéro, donc on va dire qu'on est sur une baisse de 4% des déchets d'activité économique à l'horizon 2010. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce plan déchets? On trouve 10 axes d'action. Je ne vais pas vous les relire un par un. On peut les classifier en 4 grandes tendances. Bien sûr, l'accent qui est mis sur la prévention, qui est l'axe 1. Ensuite, on a tout un volet d'objectifs, d'actions qui sont orientés en direction des entreprises et des administrations. Donc on va traiter la question des déchets des entreprises, des déchets des administrations, on va traiter d'éco-conception, donc remonter dans les processus de conception et de fabrication des produits mis sur le marché, et puis également un axe fort sur les déchets du BTP, les déchets du BTP étant
en volume un des plus importants flux de déchets en France. On a ensuite un autre axe qu'on va qualifier de réglementaire fiscal, avec tout ce qui est incitation financière, tout ce qui passe autour des filières REP, donc comment la responsabilité élargie du producteur, et puis des volets réglementaires avec moderniser l'encadrement réglementaire du secteur des déchets. Et puis enfin, il y a un axe tri, le tri s'appliquant aussi bien aux citoyens qu'aux entreprises. Donc on est encore aujourd'hui très en deçà de ce qu'on pourrait faire en matière de tri. Donc on a au travers de ce plan un axe qui est mis sur le tri. Je vais juste faire un focus sur quelques-uns de ces axes. Le premier est celui de la question des biodéchets. Donc, au travers de vos actions aujourd'hui dans vos collectivités, vous êtes sûrement d'ores et déjà très attentifs à la question des biodéchets, qui est au niveau des déchets des ménages le flux le plus important en masse, puisque 30% à peu près des ordures ménagères résiduelles sont constituées des biodéchets. Donc c'est un déchet qui n'a rien à faire dans un incinérateur, qui n'a rien à faire dans un centre d'enfouissement, et puis c'est une ressource sur laquelle on compte également en termes de valorisation organique, de retour à la terre et d'enrichissement des sols. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette partie de valorisation des biodéchets? Alors il y a un pacte zéro déchet alimentaire, donc un accent très fort sur le gaspillage alimentaire qu'on retrouve dans l'ensemble des dispositifs. Et puis aussi, l'année 2014, j'aurais peut-être pu le mettre aussi en introduction, c'est l'année de lutte contre le gaspillage alimentaire, donc c'est une thématique importante apportée par tous et qui ce que je trouve intéressant aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé déjà en 2014 sur le gaspillage alimentaire, c'est que là on est prêt à faire bouger les lignes. La prise de conscience est telle que collectivités et le gouvernement sont prêts à faire évoluer la réglementation pour qu'on traite réellement cette thématique. On peut aussi citer le point dont on parle aussi depuis longtemps, qui est d'obliger. Enfin, il y aura au travers du plan déchets une obligation de tri à la source généralisée des biodéchets. Alors tri à la source, c'est soit par compostage, soit par collecte séparée, mais il y a bien une généralisation de ce tri à la source. Donc, voilà pour les biodéchets. Sur la partie tri, c'est presque un clin d'œil, parce que qu'est-ce qu'on trouve dans la partie tri? On trouve la généralisation de l'extension des consignes de tri d'ici 2022. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà engagés dans cette démarche. Alors on est sur un objectif très lointain, 2022, c'est dans 7 ans, 8 ans. Voilà, c'est pas très très ambitieux, mais ça repose aussi sur la modernisation des installations. Et puis la mise en place d'une signalétique commune Triman sur les emballages, non pas recyclables, mais les emballages qui peuvent être triés au travers de la collecte sélective. Alors on a un axe autour de la mise en œuvre des filières REP. J'en dirai juste quelques mots pour dire que sur la filière des papiers graphiques, celle-ci va être étendue au papier peint et aux essuie-tout. Alors là, c'est en termes de contribution, donc les metteurs sur le marché de papier peint, d'essuie-tout, pour ne pas citer de marque, vont contribuer à la filière. Après, je ne suis pas sûre que collecter des essuie-tout soit quelque chose de vraiment intéressant et même possible dans le cadre de la collecte des emballages. Une extension aussi de la filière textile, linge, chaussures au voilage, tissu d'ameublement et jouets en tissu, sachant que ces produits sont d'ores et déjà acceptés dans les conteneurs de collecte des tissus. Par contre, ils vont contribuer à la filière. Il y a eu une tentative qui n'a pas été retenue d'étendre la collecte des déchets ménagers aux emballages assimilés, qui étaient plutôt ceux des emballages secondaires. Ça aurait été intéressant d'avoir un financement pour tout ce qui est carton des artisans. Et puis, il y a aussi eu des tentatives sur les médicaments issus des produits vétérinaires, mais qui n'a pas été prise en compte. Ensuite, il y a ce fameux axe 8, qui est de mobiliser les territoires dans la recherche d'organisations vertueuses, avec l'appel à projet qui a été lancé au mois de juillet par Ségolène Royal à grand renfort de communication pour mobiliser les territoires vers des démarches très très ambitieuses en matière de zéro déchet. Alors il y a 293 collectivités qui ont candidaté et elles doivent être actuellement dans la deuxième phase, qui est celle de répondre au cahier des charges, qui va derrière permettre de sélectionner ces collectivités. On y reviendra à la fin de la présentation.
Enfin, l'axe 9, qui est celui de l'incitation. Comment pousser les acteurs qui n'ont pas forcément envie de s'engager ou qui sont un petit peu loin de ces questions à réduire leurs déchets et à améliorer leur performance de tri? Eh bien, c'est le levier financier. Alors le premier point, c'est la mobilisation des entreprises. Donc on a le retour, enfin le renfort de la redevance spéciale. La redevance spéciale est obligatoire mais n'est appliquée que par 20% des collectivités aujourd'hui. Donc là, dans le plan déchets, ce qui est demandé, c'est de mettre en place la redevance spéciale assortie d'une exonération de TOM. Aujourd'hui, la situation des collectivités est variable. Certaines exonèrent de TOM si le service public est complètement sorti du périmètre de collecte des déchets des entreprises, et certaines ne le font pas. Donc voilà quelque chose de clair. Redevance spéciale plus exonération de la TOM. Et puis encore une incitation forte à mettre en place la tarification incitative pour mobiliser les citoyens dans des politiques de réduction des déchets. Donc à ce sujet, on a un deuxième sondage à vous proposer. Avez-vous mis en place des tarifications incitatives afin de réduire la production d'ordures ménagères? Alors oui ou non? Voilà, je vous laisse le temps de répondre. Peut-être une première question pendant ce laps de temps. Une question. Alors, attendez que je la retrouve. Hop. Une question de Delphine. Le programme national de prévention des déchets mentionne moins 7% de DMA. Pourquoi le plan est-il plus ambitieux? Alors le plan mentionne moins 10% parce qu'on prend comme année de référence l'année 2010. Et les programmes de prévention des DMA que je vais vous montrer tout à l'heure, effectivement, sont sur moins 7%. Parce qu'on n'est pas sur la même échelle de temps, en fait. Ok. Écoutez, je vois que 70% d'entre vous ont voté, ça bouge plus, donc j'estime que tous ceux qui souhaitaient voter l'ont fait. Partage des résultats. Donc pour 6% d'entre vous, vous avez mis en place des tarifications incitatives, et pour 94% d'entre vous, ça n'est pas le cas. Ça vous surprend, Annick, ou... Non, il y a alors là, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a aujourd'hui très peu de collectivités qui sont engagées dans des démarches de tarification incitative. Ce qu'on observe, c'est que ce sont plutôt des collectivités de la moitié nord de la France, sur l'Est, sur la Bretagne, essentiellement des collectivités rurales. Il y a aujourd'hui peu de collectivités urbaines qui ont lancé ces démarches. Après, les retours d'expérience sont de plus en plus nombreux et ces démarches devraient se progresser. Ok, merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre votre présentation. Alors le deuxième sujet est celui de l'économie circulaire. Alors pour vous dresser une très rapide définition de l'économie circulaire, je me suis inspirée de slides qui ont été produits par le SMICVAL du Libournais. Donc c'est un syndicat qui se situe, comme son nom l'indique, autour de Libourne. Je vous expliquerai en quelques mots quelle est la démarche de ce territoire qui est vraiment intéressante. Donc l'économie circulaire, telle que son nom l'indique, une de ses premières définitions consiste à passer d'un modèle linéaire, j'extrais les matières premières, je fabrique, j'utilise, je jette, vers un modèle circulaire dans lequel normalement à terme il n'y a plus rien à jeter, il n'y a que des pratiques vertueuses dans lesquelles on va utiliser des matières premières déjà existantes, on va allonger la durée de vie des produits, on va avoir des produits réparables, et puis que derrière, en fin de vie, on puisse démanteler afin de pouvoir réutiliser les matières premières. Alors, l'économie circulaire, aujourd'hui, sur les territoires, un des premiers gisements de matière, je ne vais pas dire de déchets, un des premiers gisements de matière sur lesquels on peut envisager de telles démarches, ce sont celles des déchets organiques. Donc là, dans le SMICVAL du Libournais, l'exemple qu'il donnait, c'est d'avoir réussi à construire une boucle vertueuse avec les acteurs du territoire au sens large, avec les ménages au travers tout simplement d'une démarche de compostage individuel qui permet le retour au sol sur son propre terrain, avec une collecte séparée des matières organiques qui fait que
des déchets de cuisine, qui fait que derrière ils ont pu mettre en place une unité de compostage industrielle qui produit un compost labellisé en agriculture biologique, hein, puisque quand on a des déchets organiques collectés séparément, on peut produire du compost labellisé. Et puis ce compost derrière repart en direction des agriculteurs, des viticulteurs, qui sont une des grandes activités sur ce territoire. Alors pourquoi la démarche du SMIC-Val est intéressante? C'est que en fait ce syndicat de traitement, finalement, en observant ce qui se passait sur son territoire, s'est trouvé le mieux à même d'organiser une démarche d'économie circulaire. Parce que finalement, qu'est-ce qui est différent et qui peut être compliqué en matière d'économie circulaire, c'est que c'est pas quelque chose qui relève purement de la responsabilité d'une collectivité en charge des déchets, puisque ça va concerner tous les flux de matière sur le territoire. Donc ça va concerner en premier chef les acteurs économiques, les entreprises, les agriculteurs, qui ne sont pas du tout les interlocuteurs classiques des collectivités. Par contre, là, le SMIC-Val, en l'occurrence, en tant que syndicat de traitement, avait déjà ces acteurs dans son panel de clientèle ou de fournisseurs de déchets, puisque voilà, ils collectent des DIB, donc ils ont les entreprises en ligne, et puis les agriculteurs au travers de cette démarche de compostage, de production de compost biologique. Et donc ils se sont dit, bah, finalement, c'est nous qui sommes les acteurs, c'est nous qui sommes les plus centraux par rapport à l'ensemble de ces acteurs. Donc soyons-nous moteurs dans l'idée d'organiser une démarche autour de l'économie circulaire. Donc ils ont monté l'année dernière, au mois de septembre, un forum dans lequel ils ont réuni l'ensemble de ces acteurs. Ils ont mis en place une charte afin de lancer cette démarche et derrière un certain nombre de groupes de travail. Donc voilà juste pour l'exemple du SMIC-Val du Libournais. Alors en termes de définition de l'économie circulaire, il y a une autre définition que j'aime bien pour ma part, c'est que l'économie circulaire, finalement, ça regroupe aujourd'hui toutes les bonnes pratiques en matière de réduction des déchets. Donc on va y trouver l'éco-conception, donc comment travailler sur le cycle de vie d'un produit pour que derrière on puisse mettre en œuvre finalement les autres aspects de l'économie circulaire. Il y a le recyclage, le recyclage en dernier. La réutilisation, donc la réutilisation, c'est pouvoir réutiliser à un autre usage un produit qui peut être considéré comme en fin de vie. L'économie de fonctionnalité. Donc l'économie de fonctionnalité, ça c'est intéressant aussi parce que c'est comment de manière locale transformer la vente de produits par l'achat de services, l'achat d'usage, donc le prêt, la location, la mise à disposition, qui est également quelque chose qui aujourd'hui démarre très très bien autour de la consommation collaborative. On se rapproche de cette notion d'économie de fonctionnalité. Le réemploi, donc le réemploi qui est voilà, comment je donne une seconde vie à un produit. Donc le réemploi, ça marche très fort aujourd'hui, hein, de simplement le fait de revendre sur le bon coin les objets dont on n'a plus besoin, les brocantes, tout ça, ce sont des choses qui aujourd'hui marchent bien et qui ont complètement fait entrer cette notion de réemploi dans la tête des citoyens, qui soient engagés qui fassent ça à des fins écologiques ou à des fins économiques. Aujourd'hui, c'est complètement naturel de revendre ce dont on n'a plus besoin, de donner, et plus personne ne va jeter sa vaisselle dont il n'a plus besoin. La réparation, donc la réparation aussi qui est un axe important qu'on va retrouver dans les dispositifs tout à l'heure du programme de prévention. Pour que la réparation fonctionne, il faut que les objets soient réparables et il faut avoir des réparateurs. Donc avoir des objets réparables, c'est travailler sur l'éco-conception, travailler sur la question de la garantie. Et puis avoir des réparateurs, c'est aussi peut-être pour les territoires, pour les collectivités, faciliter la mise en place, enfin l'installation de ces artisans qui derrière pourront être présents pour réparer les produits sur le territoire. Et puis l'écologie industrielle et territoriale, qui est le volet vraiment économique et qui peut être... l'économie circulaire, on peut avoir tendance à la réduire à cette notion d'écologie industrielle et territoriale. C'est comment des acteurs économiques échangent des flux, comment les déchets de l'un deviennent des matières premières pour l'autre, donc ces déchets deviennent des produits ou des sous-produits et sont utilisés par d'autres. Voilà pour cette définition plus concrète, on va dire, de l'économie circulaire. Et un exemple que j'ai trouvé intéressant aussi, qui est celui de la ville de Paris, qui a
a eu l'idée de proposer les flux générés par ses propres services, que ces flux achètent ou ce que les déchets produits par les services comme support pour des projets d'économie circulaire qui seraient portés par des acteurs du territoire. Donc ils ont lancé au mois de septembre un appel à projet dans lequel ils mettent à disposition finalement leurs flux pour que les entreprises parisiennes ou d'Île-de-France qui sont prêtes à mettre en place une solution puissent les tester sur les flux de la ville de Paris. C'est une démarche vraiment intéressante et innovante qui a remporté un grand succès. Et là, il y a une vingtaine de projets qui sont en cours sur la base de ce support qui est offert par la ville. Alors sur l'économie circulaire, donc on a aussi la fameuse loi sur la transition énergétique qui apporte des supports légaux sur un certain nombre de points. Alors le premier point porte sur l'obsolescence programmée. Donc on a la création d'un délit d'obsolescence programmée. Donc le fait de mettre sur le marché des produits dont la durée de vie a été intentionnellement réduite ou qui sont intentionnellement non réparables devient un délit. Donc là, on y va quand même avec un volet législatif intéressant. On a la possibilité d'intégrer des critères de réemploi, de réutilisation dans la commande publique. Donc pour les collectivités, la possibilité d'acheter des produits de seconde main. Je vais juste vous citer quelques exemples. Vous pouvez voir sur les slides les autres volets. Les collectivités, sur le gaspillage alimentaire, les collectivités doivent mettre en place avant le 1er septembre 2016 une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors pour l'instant c'est pas plus encadré, il y aura peut-être derrière une circulaire qui donnera plus de détails, néanmoins voilà, la lutte contre le gaspillage alimentaire devient incontournable et on peut lire au travers de ça, bien que l'ensemble des écoles de France doivent mettre en place quelque chose pour lutter contre le gaspillage dans les cantines en particulier. On a une interdiction des couverts des gobelets en plastique jetables, donc la taxe pique-nique là se transforme plutôt en interdiction. Une interdiction des sacs plastiques à usage unique également. On a une incitation forte à l'utilisation du papier recyclé avec au 1er janvier 2017 25% des achats publics de papier qui doivent être du papier recyclé et le reste à partir de forêts gérées durablement. Donc l'idée c'est que la commande publique soit suffisamment forte pour impulser au niveau des papetiers, une réduction aussi des prix de ces papiers-là et de faire tourner la filière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de synthèse sur cette idée de l'économie circulaire? Qu'est-ce que l'économie circulaire peut apporter au territoire? Eh bien, c'est l'idée, la première chose, c'est le fait de traiter des acteurs et des déchets qui jusque-là n'étaient pas concernés, n'étaient pas dans le domaine de responsabilité des collectivités. Donc agir sur les déchets des entreprises, agir sur les déchets de l'agriculture. Mais ça veut aussi dire, ce que je veux dire au travers de gouvernance complexe, c'est peut-être pas forcément la communauté d'agglomération qui peut être à l'initiative ou qui peut vraiment être la coordinatrice de la démarche, elle va peut-être être contributrice, et c'est peut-être un autre type d'acteur, peut-être la préfecture ou un groupement constitué pour l'occasion qui peut être le moteur de cette démarche. Ce qui est intéressant aussi dans l'économie circulaire, c'est cette réflexion en termes de métabolisme du territoire. Qu'est-ce que le territoire consomme? Qu'est-ce que le territoire produit en matière de flux? Ce qui est une approche complètement nouvelle. Et alors après, en termes de risque, l'économie circulaire aujourd'hui, elle est un peu mise à toutes les sauces, donc on risque aussi de galvauder le terme et de se dire oh là là, lui encore, il nous parle d'économie circulaire, mais on est voilà, il y a quand même un vrai risque aujourd'hui de galvaudage à tout mettre à la sauce économie circulaire. Enfin, le petit focus là sur le slide, c'est que l'économie circulaire permet de mobiliser beaucoup des politiques publiques conduites par les collectivités. Ça va se croiser avec beaucoup de ces politiques publiques, celle des déchets bien sûr, naturellement, mais c'est aussi quelque chose qui va être important en termes de développement économique, quelle nouvelle source de développement pour les entreprises du territoire. C'est la question de l'énergie, c'est la question de l'innovation, puisque là on va mettre en place des choses complètement nouvelles, susciter des idées, comme l'a fait la ville de Paris. C'est beaucoup l'économie sociale et solidaire. Quand on est dans le réemploi, dans la réparation, on fait beaucoup appel à des acteurs de l'économie sociale et solidaire. La formation, la communication. Donc encore une politique transversale dans les collectivités. Ensuite, en matière de prévention des déchets,
Nous avons le Programme national de prévention des déchets 2014-2020. Donc, il est issu de 1 an de réflexion au travers du Centre national des déchets. Donc, il a été publié cet été et il est d'ores et déjà opérationnel. Donc, il se traduit en 13 axes. Il se traduit en 13 axes. Donc, je vais juste vous citer quelques points qui me semblent intéressants. Donc, sur la durée de vie, eh bien, la garantie légale doit être rallongée. Elle est d'ores et déjà passée de 6 mois à 2 ans. Donc on va voir, on a cette première action. Dans la partie réemploi, on a la possibilité, enfin même l'incitation à développer des systèmes de garantie pour les produits d'occasion. Alors c'est déjà vrai, hein, aujourd'hui, si vous achetez une machine à laver chez Envie, qui fait partie du réseau Emmaüs, vous avez 3 à 6 mois de garantie. Donc là, c'est l'idée de développer cette possibilité d'avoir une garantie sur les produits d'occasion. Et vous avez aussi le développement du système de l'emballage consigné. Donc les territoires sont incités à réfléchir à faciliter la mise en œuvre de systèmes de consigne. Alors là aussi on est dans quelque chose d'intéressant puisque la consigne, on sait que c'est intéressant sur des circuits courts, c'est intéressant sur des productions locales. Donc des agriculteurs qui produisent des produits laitiers en circuit court, les brasseries, les microbrasseries. Les microbrasseries, ça se développe aujourd'hui beaucoup. La collectivité, elle peut aussi peut-être être un acteur qui va aider ces acteurs à profiter d'un système de consigne en mettant des systèmes de lavage collectif. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qui est attendu par les citoyens. La consigne, les plus âgés d'entre nous se souviennent de ce système qui préexistait. Moi qui suis alsacienne d'origine, je peux vous dire que ça existe toujours dans les supermarchés en Alsace, hein, puisque les brasseurs alsaciens et les embouteilleurs continuent à proposer des bouteilles consignées et que c'est resté dans les mœurs, c'est que voilà, les gens sont habitués à ce système et ça marche très bien. Sur le gaspillage alimentaire également, développer l'usage du sac à emporter, du doggy bag. Alors je vous invite pour ça à aller sur le site de la DRAF Rhône-Alpes qui a produit une note réglementaire vraiment très intéressante. C'est un PDF, c'est 2 pages A4 qui met à plat les obligations réglementaires en matière de doggy bag. Alors allez le lire, ce document est passionnant parce qu'il lève en fait tout un tas de freins. Et il montre que finalement la réglementation n'est pas si stricte que ça et il y a très facilement la possibilité de mettre ça en place. Par exemple, un des freins principaux sur le doggy bag, c'est que les restaurateurs disent oui mais je veux pas que le client s'il est malade, quand il rentre chez lui, ce soit de ma responsabilité. Et dans cette note réglementaire, on clarifie le point en disant que à partir du moment où vous a servi votre assiette, vous êtes au restaurant, le restaurateur vous a servi votre assiette, elle est devant vous, eh bien elle vous appartient, enfin son contenu vous appartient. Donc c'est de votre responsabilité de le ramener chez vous et puis derrière de le conserver dans des bonnes conditions, c'est pas la responsabilité du restaurateur. Donc voilà le type de points qui sont clarifiés. Donc la boîte à emporter, le doggy bag, un sujet aussi intéressant pour travailler avec les restaurateurs du territoire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous invite à charger sur Internet le programme national de prévention. Le document est disponible et l'ensemble de ces actions ils sont détaillés sous la forme de fiches actions. Pour ceux qui font un PLPD, vous verrez que ça y ressemble beaucoup. Alors, ce qui n'est pas encore aujourd'hui clairement publié, c'est quel va être le dispositif de soutien que l'ADEME va proposer dans le cadre de ce programme. Alors vous savez que les dernières collectivités qui ont été soutenues, ça a été en 2012, quelques queues de comètes en 2013, et aujourd'hui il n'y a plus de soutien disponible pour des collectivités qui voudraient s'engager. Par contre, donc un nouveau volet d'aide va sortir normalement au 1er janvier 2015. Avec cette fois-ci des critères beaucoup plus restrictifs. La première campagne, l'objectif c'était de couvrir 80% de la population, donc en gros toutes les collectivités qui ont candidaté ont été soutenues. Je sais qu'il y a des exceptions, mais c'était un peu l'idée.
Alors qu'ici, il y a une enveloppe limitée, donc il n'y a que un certain nombre de collectivités particulièrement ambitieuses, on va dire, qui vont être aidées. Donc cette fois-ci, la démarche va être inverse. La collectivité ne va pas être financée pour construire son programme d'action, elle va devoir proposer son programme d'action à l'ADEME, et l'ADEME va dire ok, votre programme me convient, je le finance, ou il n'est pas assez ambitieux, je ne l'embarque pas dans mon dispositif. Alors c'est un programme sur 3 ans, et cadré avec les objectifs. Voilà, l'objectif c'est de réduire de 7% en 3 ans les déchets ménagers et assimilés. Donc on est sur un objectif très ambitieux. On sait que dans les priorités attendues, il y a la priorité au gaspillage alimentaire et puis la généralisation d'outils économiques, donc tarification incitative sous une forme ou sous une autre et redevance spéciale. Donc on est vraiment sur du moins 7% sur les DMA, donc sur un périmètre élargi avec les déchets d'activité économique collectés par le service public, les déchets de déchetterie, déchets encombrants, déchets végétaux et les déchets produits par la collectivité. Donc avis aux amateurs, il faut se lancer dans une politique ambitieuse, mais c'est intéressant. C'est pour ceux qui ne sont pas encore dans un programme de prévention, c'est intéressant de s'y mettre. Après, ceux qui sont toujours aidés par l'ADEME, dans le cadre d'un programme préexistant, ce qui est la majorité d'entre vous, eh bien, l'idée c'est de finir les 5 ans suivant le dispositif actuel. Et ce nouveau dispositif de soutien, il va s'étaler sur plusieurs années. Donc quand vous aurez fini vos 5 ans, si vous considérez que vous avez envie de continuer et de donner un nouveau souffle à ce programme, vous pourrez candidater à ce nouveau dispositif de soutien. Alors, ensuite, les politiques zéro déchet. Donc les politiques zéro déchet, alors là aussi on peut être vraiment dans du galvaudage ou on peut être dans un vrai engagement. L'idée d'une politique zéro déchet, c'est d'éliminer tout type de déchets qui partiraient en incinération ou en décharge. On est vraiment dans l'expression du zéro déchet et que l'ensemble des déchets produits sur le territoire trouvent un devenir, donc qu'ils soient recyclés ou enfin vraiment dans le respect de la hiérarchie, qu'ils soient réduits, réutilisés et recyclés. Là encore, un peu comme l'économie circulaire, on est sur des politiques de territoire qui engagent l'ensemble des acteurs, les citoyens, les entreprises, les commerçants, les collectivités. On est vraiment sur un projet de territoire et voilà, on est vraiment sur un projet de territoire. Alors les collectivités qui se sont d'ores et déjà engagées dans ce type de démarche, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France ou en Europe, je pense que c'est quasiment le cas général, ça a été lancé dans le cadre de mobilisation citoyenne face à un rejet d'installation de traitement, donc installation d'incinérateurs, installation de centres d'enfouissement. C'est vraiment, pour que les territoires se soient mobilisés dans leur ensemble, ça a presque toujours été en réponse à un événement fédérateur, à un événement choc qui était lié aux installations de traitement. Alors, ces mouvements, cette notion de zéro déchet, on va la trouver au travers de 2 grands dispositifs en France. Alors le premier dispositif, c'est le mouvement Zero Waste France, qui est issu de Zero Waste Europe. Donc Zero Waste Europe existe depuis plusieurs années et est né en fait dans les pays du Sud. Donc ça c'est ce qui est intéressant dans ce mouvement. Il est né en Italie, dans des provinces de Toscane et autour de Milan. Il s'est ensuite développé en Espagne, en Catalogne et dans le Pays Basque, et il est en train aujourd'hui de s'installer en France. Alors déjà le fait que ce soit né dans les pays du Sud, je trouve ça intéressant, parce qu'on n'est pas à se dire ah là là c'est encore les pays du Nord, ce sont toujours les pays c'est les pays du Nord qui arrivent à lancer des politiques ambitieuses. Non, non, là on parle d'Italie, on parle d'Espagne, donc on parle bien des pays du Sud. Et dans les régions que je vous cite, effectivement, c'est bien des mobilisations à l'encontre d'installations d'incinérateurs qui ont conduit à la création de ces mouvements. Ce sont des mouvements qui sont partis
toujours d'initiatives citoyennes et qui derrière ont été petit à petit repris par les collectivités. Alors aujourd'hui, l'association Zero Waste France a été créée. Alors elle est issue de l'ancien CNID, le Centre national d'information indépendante sur les déchets, qui est sorti d'une logique de contestation ou d'information sur la question de l'incinération pour se mettre dans une logique d'accompagnement positif des collectivités au travers de ces mouvements zéro déchet. Alors, qu'est-ce que propose aujourd'hui le Zero Waste France? Je ne fais pas spécialement leur publicité, mais pour ma part, je trouve que leur démarche est nécessaire, intéressante pour les collectivités. Donc, ils proposent aujourd'hui un dispositif de soutien aux collectivités qui veulent se lancer dans une telle démarche, avec des ressources documentaires, avec des voyages d'études, avec des formations à la démarche zéro déchet, et puis ils vont avoir un rôle d'animation de réseau, et ce rôle d'animation de réseau de collectivités intéressées par les démarches zéro déchet, en fait c'est vraiment une collaboration avec le ministère. On va parler tout à l'heure des territoires zéro déchet, c'est une collaboration avec le ministère. Donc le ministère qui lui lance territoire zéro gaspillage, zéro déchet et zéro waste vont partager la même logique d'animation de réseau. Donc, je pense qu'on peut aujourd'hui, en dehors de toute considération politique, militante, vraiment s'engager au travers de ce que propose Zero Waste France. Donc, le deuxième dispositif, c'est celui du ministère que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc dans ce cadre-là, les 20 collectivités qui vont être retenues vont être accompagnées fortement par l'ADEME, vont pouvoir bénéficier de soutiens financiers particuliers, notamment pour la mise en place de tarification incitative si ce n'est pas déjà fait, de collecte séparée des biodéchets. Il y a un certain nombre d'incontournables comme ça qui doivent être mis en place dans les territoires qui s'engagent. C'est extrêmement ambitieux. Je suis impatiente de voir sur les 293 collectivités combien vont répondre au cahier des charges complet et ce qu'on va trouver dans l'ambition. Le cahier des charges finalement c'est l'expression de l'ambition des territoires qui vont se lancer dans cette démarche. Alors pour finir, je voulais vous montrer deux exemples en particulier. Alors le premier exemple, c'est la région de Capanori en Italie. Donc c'est une région de Toscane qui a été la première à s'engager dans le mouvement Zero Waste pour l'Italie. Ensuite, ils ont fait tâche d'huile et aujourd'hui il y a je crois que c'est 2 millions. La population italienne couverte par un programme Zero Waste, c'est 2 millions de personnes. Donc ça a vraiment pris une grande ampleur. Alors, quelle est l'histoire de ce territoire? Encore une fois, sur ce territoire, il y avait un projet de construction d'incinérateurs et la population s'est mobilisée contre la construction de cet incinérateur. Et tout le mouvement a été porté par un instituteur particulièrement emblématique qui est particulièrement convaincu. Donc, ils se sont lancés là-dedans en 2007. Ça a démarré concrètement en 2009. Et ils ont obtenu des résultats tout à fait intéressants, puisque entre 2009 et 2013, ils ont réduit de 40% leur production de déchets, 38% leur production de déchets, donc 40% de réduction. Et derrière, ils sont aujourd'hui à seulement 20% d'ordures ménagères résiduelles. Donc tout le reste est recyclé. Et en termes de volume, ils sont passés de 700 kg par habitant et par an à 430 kg par habitant et par an. Et sur ces 430, donc, seulement 20% sont des déchets ultimes. Là, on est sur un périmètre, alors en Italie, là, c'est un périmètre qui est plutôt DMA. Hein. Ce n'est pas des OMA, c'est plutôt un périmètre de type DMA. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quelles sont les politiques, quelles sont les stratégies qu'ils ont développées pour arriver à ces résultats? Alors déjà, l'objectif complet, hein, c'est vraiment zéro déchet. Donc leur objectif, ce que vous voyez en bas du slide, c'est d'atteindre zéro déchet en 2020. Donc ils sont bel et bien sur cette trajectoire. Et ils ont développé toute la panoplie des politiques aujourd'hui qu'on connaît bien, qui vont concourir à la réduction des déchets.
Et on sait aujourd'hui que les territoires qui y arrivent, ce sont ceux qui font un peu tout ça, quoi, qui mettent en place toutes ces politiques, avec un tri extrêmement développé, avec du compostage domestique très très développé, une séparation à la source des biodéchets, avec des actions fortes menées en direction des entreprises et des commerçants, avec des incitations économiques, un système de tarification incitative. Il n'y a que des territoires qui ont mis en place une réelle tarification incitative qui arrivent à ce type de résultat. Et puis ils ont quelque chose qui est assez amusant, on va dire, c'est un centre de recherche zéro déchet. Alors qu'est-ce qu'ils appellent centre de recherche zéro déchet? C'est que sur la fraction résiduelle de 20%, eh bien, ils vont la caractériser en permanence, donc ils vont tout le temps regarder qu'est-ce qui reste dans cette fraction résiduelle et trouver des solutions pour ce qui reste. Alors par exemple, il y a eu un moment où il y avait énormément de tissus et de chaussures, et donc suite à ça, ils ont développé une collecte de tissus et de chaussures. Alors il faut savoir que l'Italie partait de zéro, autant nous on a déjà ça qui est en place un peu partout, autant eux quand ils ont commencé, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de système sans emballage, ils n'avaient pas de collecte des tissus, donc voilà, ils ont constaté qu'il y avait des tissus, ils ont mis en place une solution pour les tissus. Aujourd'hui, ils en sont à, il s'agit de l'Italie, et qu'est-ce qu'on trouve dans les poubelles en Italie? Eh bien, on trouve des capsules de café. Mais voilà, l'Italie, c'est aussi le pays du café, et un des déchets aujourd'hui qui leur a posé problème, c'était les capsules de café. Donc ils se sont tournés vers les fabricants de café pour leur dire regardez, on a presque plus de déchets, mais dans nos déchets, ce qui ressort, ce sont vos capsules de café. Alors ils ont dû faire ça un peu en même temps que la prise de conscience a eu lieu en France, hein, puisque maintenant vous avez des collectes de capsules de café en déchetterie pour les grandes marques que je ne vais pas citer ici, mais que vous imaginez tous. Donc voilà pour ce Capanori. Donc vous pouvez trouver des ressources aussi, hein, sur internet avec des petites vidéos qui montrent ce qui a été fait. Vous trouvez aussi ces vidéos sur le site de Zero Waste France. Vous verrez, c'est assez amusant parce que l'instituteur italien, c'est vraiment quelqu'un qui est très engagé et qui est très très expressif quand il vous explique comment il a mené à bien ses projets. Et puis le dernier exemple, c'est un exemple français auquel je tiens personnellement beaucoup, parce que je vous ai dit que j'étais alsacienne et en fait je suis originaire de ce territoire. J'ai eu aucun rôle dans cette démarche, mais je suis très fière de ce qui se passe sur mon territoire d'origine. Donc il s'agit du syndicat mixte Tannes-Cernay qui est dans le Haut-Rhin. Donc on ne parle pas ici des portes d'Alsace, hein, qui est le territoire qu'on connaît le plus avec Dany Dittmann. C'est un autre territoire qui est peu connu, mais dont l'action mérite d'être rapportée. Donc là aussi, tiens, juste un petit aparté, dans notre ouvrage Grand débordement, on raconte l'histoire de ce syndicat. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À Aspac-le-Haut, donc qui est une des communes, il y avait un incinérateur qui faisait de l'ordre de 10 000 tonnes par an, qui était un vieil incinérateur obsolète, et le département avait pour projet de remplacer cet incinérateur par un incinérateur de plus grande capacité qui serait installé au même endroit. Et là, il y a eu aussi mobilisation citoyenne. Il y a eu 8 années de mobilisation et de lutte contre l'incinérateur. Donc ça a commencé par des citoyens et petit à petit, tous les élus de la région se sont mobilisés contre cet incinérateur. Donc le résultat, ça a été la décision de ne pas construire d'incinérateur, de construire à la place un centre de tri performant. Donc là, ils ont un magnifique centre de tri dernière génération et une unité de compostage des biodéchets. Et ils ont lancé une politique Big Bang. Donc leur politique Big Bang, c'est que au 1er janvier 2011, ils ont tout changé en matière de collecte et de financement des déchets. Donc ils ont lancé un vaste programme dans lequel on ne parle pas de prévention directement, mais un vaste programme qui a eu pour objectif de créer un choc au niveau des habitants, de créer une prise de conscience. Personne ne pouvait échapper à la question des déchets au travers de ce grand changement en janvier 2011. Donc ce grand changement, ça a été de passer de l'atome à la redevance incitative. Ils sont passés à la redevance incitative, je précise, au volume, pas à la pesée, donc simplement choisir la taille de bac adéquate. Bon, ils ont pris un prestataire pour la collecte des ordures ménagères, ça n'a pas forcément changé grand-chose.
Ils sont passés en conteneurisation des OM et surtout, ils ont mis en place une collecte des biodéchets en porte-à-porte. Donc une collecte des biodéchets chaque semaine et une collecte des OMR une semaine sur 2. Donc il y a vraiment eu un grand changement à un instant T. Donc on s'est mis à facturer redevance incitative, changer complètement les bacs de tout le monde et puis mettre en place une collecte des biodéchets. Eh bien, cette politique a extrêmêmement bien marché, puisque vous voyez ici, alors là je vous ai mis les performances en tonnage, donc on voit très nettement le décrochage entre 2009 et 2010 en tonnage de déchets, et on voit aussi sur le graphique la réduction, on voit effectivement cette réduction importante. Alors, à quoi ils sont arrivés? Alors, ils sont partis, en 2009, ils sont partis de 255 kg d'OMR et 100 kg de tri, donc 355 kg par habitant. Voilà, on est un petit peu inférieur à la moyenne nationale, voilà, 355 kg par habitant. En 2013, ils sont à 275 qui se répartissent en 96 kg d'ordures ménagères résiduelles, donc ils n'ont plus que 96 kg d'ordures ménagères résiduelles par habitant. Ils ont 63 kg de collecte de biodéchets, donc collectés séparément, compostés sur unité de compostage et production de compost normé agriculture biologique, et 115 kg par habitant de tri, emballage plus verre. Donc vous imaginez les chiffres atteints. Tiens, pour l'anecdote, ce qui m'ont raconté, c'est que le 1er janvier, enfin le jour où la collecte s'est mise en place, il y avait la queue aux mairies pour venir chercher des sacs jaunes pour le tri. Ça, c'était un effet auquel ils s'attendaient absolument pas, puisqu'ils avaient déjà plutôt des bonnes performances de tri. Et en fait, la mise en place de la redevance incitative, eh ben, ça fait bouger tous les réfractaires, tous ceux qui n'y s'y étaient pas encore mis, qui se sont précipités en mairie pour obtenir leur sac de tri. Donc il y avait des files d'attente pour obtenir des sacs de tri, et donc ils ont eu une amélioration très importante dans tout ça. Voilà, donc donc voilà, ici ce qui est vraiment marquant, c'est cet effet Big Bang avec le fait de mettre en place plusieurs politiques à un même moment et donc de communiquer largement. Tous les foyers ont été visités pour le remplacement des bacs. Les réunions publiques ont eu lieu dans tous les villages. Vraiment, tout le monde a été informé et personne n'a pu ignorer ce changement important. Et donc, ça a vraiment produit un choc dans les esprits et donc des résultats vraiment très forts sur la collecte des déchets. Donc là, le syndicat mixte Tannes-Cernay a candidaté à l'appel à projet territoire zéro gaspillage, zéro déchet. On va voir s'ils vont être retenus. On peut imaginer qu'ils soient retenus comme un territoire déjà engagé, qui a déjà tarification incitative, déjà collecte des biodéchets et qui peut aller encore plus loin. Alors en synthèse, qu'est-ce qui fait que on peut arriver à réduire au-delà des simples résultats d'un programme local de prévention? Qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à avoir des résultats intéressants? Effectivement, c'est le levier économique, le levier de la tarification incitative, hein, que ce soit auprès des habitants ou auprès des activités économiques collectées par le service public. C'est la généralisation du compostage, c'est en tout cas mettre l'accent sur la question des biodéchets avec du compostage individuel généralisé en plateforme et une valorisation de ces biodéchets. Il y a aussi la possibilité dans le plan déchets de développer des schémas locaux de gestion des biodéchets. C'est le portage politique. On ne fait pas changer un territoire sans un engagement extrêmement fort des élus. Donc le portage politique, c'est le facteur crucial, hein. Une telle politique ne peut pas fonctionner à grande échelle si elle est simplement portée par un service déchets. Et puis, c'est la mobilisation, l'engagement du territoire. Donc la mobilisation des citoyens et de l'ensemble des acteurs, des associations, des entreprises. Donc il faut trouver, pour obtenir des résultats forts, un thème de mobilisation, ou ce thème de mobilisation à peu près existait, pour arriver à toucher très largement au-delà de ceux qui sont les engagés traditionnels dans la réduction des déchets.
Alors après, vous pouvez vous dire, oh là là, mais tout ça c'est trop ambitieux pour moi, mon territoire ne peut pas se lancer dans une démarche, voilà, être parfait sur tous ces volets. Certes, mais je dirais il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, quoi. Un peu comme voilà, on peut commencer en niveau 1 en lançant un programme de prévention, alors version 1 ou version 2, dans les versions soutenues par l'ADEME. Je rappelle quand même que la tenue d'un programme de prévention est obligatoire aujourd'hui, hein, depuis 2012. Les collectivités doivent avoir un programme de prévention. Alors, il peut ne pas être soutenu si il a été décidé après 2012, mais voilà, tout le monde doit avoir un programme de prévention. Donc, donner de l'ampleur à ce programme de prévention. Un projet et pas projet de tarification incitative ou réflexion, ne serait-ce que lancer de réflexion sur la tarification des déchets va déjà faire réfléchir. Et puis le niveau 2, effectivement, c'est une démarche zéro déchet ou une grosse démarche ambitieuse en matière d'économie circulaire. Et puis, n'oublions pas l'articulation avec d'autres politiques déchets. Parce que là, on est vraiment sur la question des déchets. Comment faire des déchets, comment s'appuyer sur les déchets finalement pour faire bouger son territoire et peut-être aussi pour le faire connaître. Hein. Ça peut être un sujet de marketing territorial. Hein. La région de Cap Anori aujourd'hui, ces politiques zéro déchet, c'est un élément marketing. Hein. Le territoire est connu au travers de ces politiques ambitieuses. Donc ça peut être un facteur de marketing territorial, mais il faut aussi, on peut aussi croiser ça avec eh bien, des plans climat, donc un territoire à énergie positive, enfin un territoire engagé dans une démarche autour de l'énergie, ou des territoires engagés dans des démarches de transition, hein, de transition écologique, comme on peut le trouver maintenant pour certaines communes. Donc les déchets, c'est un très bon thème, voilà, qui peut être croisé avec d'autres politiques et qui peuvent vraiment faire changer, faire progresser les territoires dans des logiques locales. Voilà. Okay, Bruno pour merci beaucoup, Annick, pour toutes ces informations. Avant de terminer, un dernier petit sondage pour voir où du coup vous en êtes dans votre réflexion. Comptez-vous entreprendre donc à court terme une politique déchets ambitieuse? Et si oui, laquelle ou lesquelles? Vous pouvez répondre, vous pouvez voter pour différentes, une, deux ou trois propositions. Donc soit un programme de prévention, soit une démarche d'économie circulaire, soit une démarche zéro déchet, comme ça vient d'être présenté. Je vous laisse quelques petites minutes pour répondre. Pendant ce temps-là, retour aux questions. Donc Delphine tout à l'heure vous a posé une question à laquelle vous aviez répondu sur les 7% de DMA. Et donc elle revenait sur votre réponse, elle disait: il me semble que le programme national de prévention des déchets 2014-2020, selon le journal officiel d'août 2014, fixe un objectif de moins 7% de DMA en 2020 avec comme année de référence 2010. Donc cela est identique au plan déchets sauf le pourcentage. Faudrait que je regarde dans mon document pour vous répondre précisément, donc je vous répondrai à la rigueur par écrit plus tard. Ouais, okay, ouais. Alors pour ce qui est du sondage, donc j'imagine que tout le monde a eu le temps de voter. Je vais donc fermer le sondage et on va voir les résultats. Donc on est à 77% d'entre vous qui comptez entreprendre un programme de prévention. C'est une bonne nouvelle. 46% qui comptent engager une démarche d'économie circulaire. Et 31% une démarche zéro déchet au sens strict. Ça vous étonne ces résultats? Là, je les trouve extrêmement prometteurs. Alors, est-ce qu'on a un public qui est déjà particulièrement sensibilisé aujourd'hui ou pas? Mais l'ambition que 30% d'entre vous veuillent se lancer dans une démarche zéro déchet, moi, me plaît beaucoup. Après, il y a peut-être comme vous disiez, un degré de difficulté dans les différentes démarches. Et effectivement, c'est peut-être pas étonnant si on a 77% de personnes sur le programme de prévention et seulement, entre guillemets, 31% des personnes sur la démarche zéro déchet. Ouais, et puis on a le croisement avec l'économie circulaire. Mais 30%, je trouve que c'est déjà bien ambitieux. Peut-être que ceux qui sont là ont candidaté à l'appel à projet, ils sont en train de suer sur le cahier des charges. Alors, avant de terminer, on est un petit peu en retard. Si vous pouvez avancer juste.
le slide. Oui, pardon. Merci beaucoup. Alors sur ces mêmes thématiques, si vous voulez en savoir plus, VK propose côté édito, pratique du développement durable et du territoire. Je vous envoie le lien via le chat vers la page web de cet ouvrage. Vous y avez participé, Annick? Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur cet ouvrage? Oui, effectivement, avec mon associé, nous avons contribué à la rédaction de cet ouvrage avec les quelques fiches déchets sur créer une ressourcerie, engager un programme local de prévention. Il y a une fiche sur les filières REP. Voilà. C'est un ouvrage effectivement très intéressant auquel nous pouvons encore aujourd'hui contribuer. Ok, merci beaucoup. Alors, VK propose aussi des formations. J'ai mis en exemple les marchés publics de déchets ménagers, maîtriser le cadre légal spécifique et les outils permettant une meilleure gestion des marchés publics de déchets ménagers. Prochaine session, les 26 et 27 février 2015. Il y a encore temps de vous inscrire. Vous avez le lien également en chat. Alors, on va reprendre donc les questions. Une question de Sonia. Pensez-vous qu'on peut être engagé dans une... alors attendez. Pensez-vous qu'on peut être engagé dans une démarche zéro déchet avec l'appel à projet du ministère, en engagement avec d'autres territoires, à l'échelle départementale, etc. Et également porter un programme de prévention uniquement à l'échelle de son territoire? Qu'on puisse... J'ai pas Alors compris je relis la question. Pensez-vous qu'on peut être engagé dans une démarche zéro déchet avec appel à projet du ministère et également porter un programme de prévention uniquement à l'échelle de son territoire? Je vous avoue. Il y avoir une nuance au niveau du territoire dans la question. Alors, si la question est quand on est déjà dans un programme de prévention, est-ce qu'on peut ajouter dessus la démarche territoire zéro gaspillage, zéro déchet? Je dirais oui. Oui. Après, c'est peut-être le découpage des territoires qui change, mais c'est vrai que avec la réforme territoriale, tous les périmètres changent en ce moment. Donc en tout cas, c'est pas incompatible d'être dans un programme de prévention et dans la démarche du ministère. Une question de moi-même d'ailleurs. Est-ce que finalement dans ces démarches, les collectivités peuvent pas non plus, est-ce qu'il n'est pas important qu'elles soient exemplaires elles-mêmes en interne dans leur traitement des propres déchets qu'elles produisent, notamment quand il y a beaucoup de tâches type restauration ou genre de choses qui produisent finalement pas mal de déchets en termes d'activités propres aux collectivités. Est-ce que une des premières étapes, c'est pas d'être exemplaire dans ses propres process avant de demander à ses administrés de l'être? Complètement. Alors là, je vais peut-être pas insister dessus, mais dans le plan déchets, il y a un volet spécifique sur l'exemplarité des collectivités. Dans le programme national de prévention, il y a également un des axes qui porte sur l'exemplarité des collectivités. Donc on est effectivement sur ces thématiques, alors sur le tri, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et sur la meilleure gestion de ses propres déchets. Donc ça, c'est le côté obligation. Et après, comme vous le dites, sur le côté crédibilité, on ne peut pas demander à d'autres de faire des exemples, de faire des efforts quand soi-même, quand on ne les applique pas à soi-même. D'ailleurs, j'irais même plus loin. Dans la réalité, ce qui est encore le plus efficace, c'est l'exemplarité des élus eux-mêmes, dans leur pratique, dans leur comportement, d'être eux-mêmes adeptes du compostage, être eux-mêmes adeptes des parfaits trieurs. C'est aussi très important pour la crédibilité de ce qui est véhiculé derrière par les services de la ville, de la collectivité. Ok, eh bien merci beaucoup. On a déjà dépassé le temps qui nous était imparti puisqu'il est 12h06. Du coup, on va fermer ici. Écoutez, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Lacou, pour toutes vos informations. Je vous donne rendez-vous pour donc ceux qui auraient des questions a posteriori sur le forum de VCAM. Comme je disais, je vous ai envoyé l'adresse par le chat également. Si vous êtes intéressé, on a le 11 décembre une autre webconférence sur un thème tout à fait différent, puisque c'est la gestion des risques en établissement de santé.
Donc un peu en décalage, mais si jamais vous êtes concerné aussi, pourquoi pas. Allez, une dernière question vraiment avant de conclure de Delphine. Ah non, j'ai dit des bêtises. Non, si, c'est bien une nouvelle question. Le plan déchets impacte énormément les collectivités locales et les ménages, et très peu les professionnels. Comment y remédier? Voilà. Et on terminera avec ça. Ben, je dirais que si, il y a quand même beaucoup d'axes qui touchent les entreprises dans le plan de déchets et qui les touchent directement. Donc, je je partage pas tout à fait ce point, quoi. Ok, merci beaucoup. Ben, ce sera le mot de la fin. Très bon appétit à tous, très bonne journée, et puis à bientôt pour de nouvelles webconférences chez VK. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.